If no tiger drum passing, no, yeah. It is so good and it's so real and it's so free, yeah. A type of love is shook passing, oh. If no tiger drum passing, no, yeah. It is so good and it's so real and it's for free, yeah. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, you. And it's a vibe, so your love it was brand new. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, you. And it's a vibe, it's your love it was brand new. Forgive my shortcomings. You know I hate these shortcomings, oh. I don't know why I do things I hate, oh. Forgive my shortcomings. You know I hate these shortcomings, oh. Cause the things I wanna do, I don't do. Bonjour, bonsoir à tous, tout dépendra à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Donc ici, Mamuje Kiangata, donc la fondatrice de cette plateforme Strong and Powerful Woman. Donc ça y est, nous allons commencer notre live donc, de ce soir. Nous allons encore parler donc bien évidemment de l'amour. Nous sommes encore dans notre saison, c'est la saison donc, des mariages, la préparation donc au mariage. Donc ce soir, nous avons comme invité donc Jennifer Nzola. Qui va donc avec qui on va parler des blessures émotionnelles, du choix du conjoint et notamment du divorce. Donc on va écouter son témoignage ce soir, donc qui va en fait beaucoup nous édifier. Donc à nous raconter son parcours de vie parce que c'est une femme qui a été donc mariée et par la suite elle va nous parler donc de comment elle a vécu, comment elle a fait pour se relever donc après donc son divorce. Donc voilà, donc en tout cas inviter d'autres personnes qui puissent encore se connecter sur ce live. Donc voilà, donc partagez le live autour de vous afin que d'autres personnes puissent aussi être édifiées et bénies donc par son témoignage qui est très fort parce qu'effectivement Jennifer donc c'est une amie, c'est une sœur pour moi, c'est aussi une personne qui a vu naître donc ce bébé SPW, donc voilà, donc et aujourd'hui j'ai le privilège de l'avoir avec moi ce soir, donc c'est une grâce et son témoignage je sais qu'il va édifier encore plus d'une vie. Donc voilà, donc je vais la faire rentrer parce que je sais qu'elle est là. Je vais la faire entrer. J'espère que la musique ne dérange pas trop. Donc on attend. Tu m'entends bien? Je t'entends bien, pas besoin de crier, je t'entends. Ça va, la musique de mon côté, ça s'entend beaucoup? Ben, j'étais en train de danser, d'après t'as baissé le volume et tout, j'ai dit ah mais non. Sinon on va pas s'entendre parce qu'en plus moi j'étais à côté donc sinon on va pas s'entendre du tout. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Très très bien. Ben écoute, ça va, on sent, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va, on est là. Alors comme je disais donc aux gens, donc je répète encore, comme j'ai dit, Jennifer est une amie, est une sœur pour moi et qui a vraiment un témoignage très puissant, vraiment qui va vraiment édifier donc plus d'une personne, que ce soit donc une femme tout comme bien en fait un homme. Ce que j'apprécie chez elle, c'est sa résilience. Donc elle abandonne pas et donc c'est vraiment ce que j'aime beaucoup vraiment chez elle. C'est vraiment comme je dis, c'est vraiment un booster pour moi aussi. Donc, je crois que c'est important de bien s'entourer. Il faut s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont toujours vous aider en fait à aller de gloire en gloire, à aller très très haut. Donc voilà. Donc ce soir, comme on a dit avec Jennifer, on va discuter donc des blessures émotionnelles et on va parler aussi donc du choix du conjoint et on va parler aussi donc du divorce parce que Jennifer justement donc a eu à rencontrer donc cette situation-là et donc elle sera en capacité justement donc de nous en parler. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'elle vienne donc elle vienne ce soir sur le live vraiment nous parler donc du divorce parce que c'est vrai que quand on se marie, c'est vrai que de base c'est pas pour divorcer hein, mais voilà. Mais il faut faire aussi le bon choix. C'est pour ça qu'on va parler vraiment du choix du conjoint parce que lorsqu'on ne fait pas le bon choix, malheureusement, on peut être confronté à ce genre de situation et c'est pas très gai, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, voilà. Bah, Jennifer, d'abord, je te laisse te présenter un petit peu aux gens, dire qui tu es, ce que tu fais, donc que les gens puissent savoir un petit peu qui est Jennifer Nzola. Alors juste, je sais pas si c'est ma connexion de mon côté, parce que moi je me vois de manière très claire, mais c'est un petit peu flou de ton côté. Donc je ne sais pas si c'est, je pense pas que ce soit ma connexion parce que moi je me vois de manière très claire.
Bah, moi aussi, je le vois très clair. Je sais pas, peut-être que je vais changer le type de connexion. Et toi, comment tu Bah, le c'est vois? Parce que peut-être moi, je te vois moi. effectivement de manière un petit peu crépitée, un petit peu Je vais, floue. ouais, je vais juste changer de connexion rapidement parce que c'est peut-être ça le souci. C'est peut-être de mon côté. C'est-à-dire que tu coupes et tu reviens, c'est ça? En fait, ça va être mis en pause pendant quelques 2 secondes. D'accord, vas-y, bah fais donc, on va attendre. Donc voilà, les aléas du direct, hein. Donc les connexions Internet, des fois, ça veut coopérer et par moments, ça ne veut pas coopérer, mais voilà, ça va aller par la grâce de Dieu. On fera ce live, coûte que coûte. Donc voilà, comme je disais, donc invitez des personnes autour de vous, partagez le live, euh, afin que d'autres personnes puissent être aussi donc édifiées par son témoignage. Et donc voilà. Là, c'est mieux? Ouais, donc là, oui, là, c'est largement mieux déjà. Ok, c'était la 4G. Fallait que je change Donc, de je disais connexion. justement, donc, présente-toi à nous. Moi, je te connais, mais les gens qui vont suivre ne te connaissent pas. Ok, bah, bonsoir à toutes, à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Alors, comment me présenter en très peu de mots? Je dirais que je suis quelqu'un qui aime partager la joie. Si je devais me présenter par différents moyens, parce que j'ai plusieurs activités. Donc, je suis directrice d'une agence de conseil en stratégie pour les entreprises. Je suis aussi business coach. Je suis aussi présidente du réseau féminin Le Cercle des Audacieuses. Et accessoirement, parce que j'ai beaucoup trop de temps, entre guillemets, je suis aussi en train de monter un média qui s'appelle Bigold et qui a pour ambition de cultiver l'audace, d'inviter les francophones notamment à oser davantage. Voilà, si je devais me présenter en quelques mots, sinon s'il y avait une phrase qui pourrait bien dire ce que je fais, moi je cours après l'impact. C'est-à-dire que ma mission, mon appel de vie, c'est vraiment impacter le monde de manière positive. Donc tout est autour de l'impact. Voilà, semer des graines de manière générale dans la vie des gens que je rencontre. Salut Yo! Bah, excellent, excellent. Bon, bah, je crois que toutes les Jennifer sont pareilles, hein. On fait plein de choses en même temps. Mm. Et mais surtout, voilà, ce que j'ai apprécié, voilà, comme a dit Jennifer, voilà, notre but, c'est vraiment de pouvoir impacter les gens. Et je suis comme Jennifer, c'est de pouvoir, en fait, voilà, apporter de l'impact auprès, dans la vie des gens. On cherche pas forcément donc l'influence ou la popularité, mais c'est l'impact. Il y a une différence Mm. entre la popularité et l'impact. C'est deux choses complètement différentes. Donc voilà, en tout cas, merci pour la présentation. Alors, donc, comment on va commencer ce soir, comment on va procéder? Moi, j'aimerais déjà que tu puisses, bon, on va rentrer dans le vif du sujet hein, directement. C'est que tu puisses nous parler, donc, de nous raconter donc, ton témoignage. Mm. Comme je disais donc aux gens, tu as été mariée et tu ne l'es plus aujourd'hui. Et donc j'aimerais que tu puisses nous raconter un petit peu déjà comment tu as fait donc le choix du conjoint et avant de te mettre avec lui, comment était ton état émotionnel, comment tu étais avant d'être avec cette personne-là dans le temps et quand tu étais avec elle, est-ce que tu étais déjà donc restauré d'un point de vue émotionnel ou de ton côté aussi voilà t'étais encore blessé, t'avais encore des briques sans dessus dessous et oh merci merci Yo de Fumble, merci beaucoup. Donc voilà, donc comment tu étais déjà quand tu as rencontré cette personne qui a été donc ton conjoint, enfin ton époux, il fut un temps. Dans quel état émotionnel déjà tu étais déjà à ce moment-là? Alors, quand je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. C'était pas mon premier amour, mais c'était on va dire, le premier sérieux vraiment. Enfin, le premier sérieux et celui qui a duré finalement. Le premier vrai sérieux qui a duré. Euh, quand je l'ai rencontré, quand je l'ai rencontré, je me connaissais pas trop. Je me posais pas forcément de questions sur moi, en fait. Je m'interrogeais beaucoup sur l'avenir, plus sur le plan professionnel qu'autre chose, parce que c'était le seul truc sur lequel j'avais l'impression d'avoir un peu d'espoir. Voilà, sur Mhm. le plan personnel, bah, étant donné que j'ai grandi à la manière très congolaise, très traditionnelle, le mari, c'est celui qui vient te chercher à la maison à un moment donné.
Donc, je me disais, étant donné que je vivais dans un foyer où je subissais diverses maltraitances, notamment sexuelles, ben, mon mari, ça devait être la personne qui allait me sauver. Donc, j'étais clairement à la recherche d'une personne qui allait me sauver, qui allait me sauver. J'étais vraiment à la recherche d'une personne qui allait me sauver. Donc, mon, mon copain de l'époque, avant qu'il devienne mon fiancé puis mon mari, ben, ça aurait pu être lui ou n'importe qui. Il suffisait que la personne elle soit sérieuse et qu'elle me dise t'es belle, t'es magnifique, t'es ceci, t'es cela. Oh, waouh, c'est vrai. Oh, il pense ça de moi. Waouh, waouh, waouh. Donc, j'étais beaucoup en attente d'amour. Je dirais que j'étais beaucoup en attente d'amour. J'étais brisée de l'intérieur, mais je n'avais pas conscience. Mais ce que je savais, c'est que je voulais être aimée. Ça, j'en avais conscience. Que je voulais être aimée. Euh, J'avais conscience que ça allait sûrement pas être comme dans les films, parce que mon côté intellect est assez réfléchi, et que bah voilà, je sais faire la part des choses, mais j'avais très envie d'être aimée. J'avais vraiment très très soif d'être aimée, et j'étais brisée sans le savoir. Si vraiment je devais résumer, je dirais ça. J'étais brisée sans le savoir, et j'avais très envie d'être aimée. D'accord, donc tu dis que tu étais brisée sans le savoir et tu avais besoin d'être aimée. Mm. Ça me fait penser en fait à un post justement dont j'ai partagé donc aujourd'hui, qui est le Daddy Issues. Mm. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais comme expliquer brièvement ce que c'est. Le Daddy Issues, c'est cette jeune fille en fait qui a des problèmes d'ordre émotionnel plutôt avec son père. Donc avec un père qui est soit effectivement physiquement absent comme j'ai dit, ou soit qui est donc dans le foyer, mais qui est aussi tout aussi absent donc, dans la vie donc, de cette personne-là. Euh, donc, si je comprends bien, parce que vu que tu dis effectivement que tu étais en quête d'amour, c'est qu'à la maison, il n'y en avait pas. C'est que toi aussi, tu te retrouves un petit peu dans le cas du daddy issues quelque part. Ouais, je dirais daddy issues, mommy issues too, parce que ouais, pour moi, Il faut c'était qu'on en vraiment les parle, deux. ça aussi, c'est l'un de mes. J'avais commencé déjà en plus à le noter en plus dernièrement. Ça va être Mm. l'un de mes prochains posts d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du daddy issues, mais il y a aussi notamment le mommy issues aussi, qui est Ouais. aussi très courant, mais on n'en parle pas beaucoup et c'est bien qu'on en parle. Donc je te laisse parler. Vas-y. Oui, effectivement. En fait, la notion de l'amour, on la découvre à la maison. On la découvre dans le foyer dans lequel on grandit. Et c'est seulement quand on sort du foyer dans lequel on grandit qu'on découvre qu'il y a d'autres notions d'amour. C'est-à-dire que tant que je suis chez moi, la normalité, c'est ce qui se passe chez moi. Mm. Le jour où je sors et je vais à l'extérieur, je vais dans une autre maison, je vois comment d'autres personnes vivent, c'est comme ça que je découvre justement que, ah, c'est pas forcément comme chez moi. Mhm. Et moi, j'avais pas de relation particulière avec ma mère, c'est-à-dire j'avais pas de relation de proximité avec ma mère. Euh, je voyais des trucs dans les films, mais comme pour tout le reste, pour moi, c'était juste des films. Par exemple, la maman qui s'assoit à côté de toi dans la chambre pour discuter, j'ai pas eu ça. Hein. Je l'ai eu après mon mariage, mais à ce moment-là, j'avais déjà, c'était autre chose, quoi. Et je pense que dans ma construction, j'avais besoin de ça. Euh, le père en qui je peux avoir confiance, je l'ai pas eu non plus. Donc, si tu peux pas faire confiance à l'homme qui est autour de toi, parce que ça peut, par exemple, parfois, la figure paternelle, c'est pas forcément ton père, ça peut être un oncle qui est très présent. Mais si cette figure paternelle est pas fiable, pas digne de confiance, c'est très compliqué, même pour toi en tant que femme, Mhm. de rechercher une personne qui sera fiable et digne de confiance. Tu vas avoir tendance à rechercher une personne qui, sur certains aspects, va avoir des similitudes avec cette figure paternelle. Et moi, je suis tombée sur quelqu'un qui avait un énorme complexe d'infériorité, qui se cachait un peu derrière un semblant de complexe de supériorité, notamment vis-à-vis de moi. J'avais bien vu le truc, mais j'étais incapable de mettre un mot dessus parce que justement, j'avais pas suffisamment été restaurée à l'intérieur de moi. Et donc, du coup, mon ex-mari, bah, c'était juste mon sauveur. Il fallait absolument qu'il puisse me faire sortir de ce foyer et devenir prendre la figure paternelle et la figure de chef que je n'avais pas encore eue. Mhm. Mais assurément, ouais, daddy issues, mommy issues, family issues, vraiment tout ce truc où j'étais entourée de personnes très blessées qui ne se remettaient pas en question, parce qu'en plus, très souvent, malheureusement, c'est un peu comme ça aussi que ça fonctionne. Tant qu'il n'y a pas une personne qui a brisé ce cycle vicieux, Ouais. voilà, il se passe rien en fait. Les choses ne peuvent pas changer. Et Yes. là, effectivement, c'était très, très, très compliqué. C'était très, très difficile. Donc, j'avais pas de, ouais, j'ai pas eu de modèle, on va dire, d'amour conjugal qui était, entre guillemets, propre, qui était sain. Mhm.
Et en fait, tout à l'heure, tu as énuméré en fait des abus en fait que tu as eu chez toi. Mm. On va en parler brièvement, hein, parce que c'est pas en fait aujourd'hui que je veux vraiment qu'on puisse en parler dans tous les détails si bien évidemment prochainement tu nous donnes l'autorisation d'en parler. Mais j'aimerais savoir justement brièvement du fait que tu eu en fait cet abus physique. Comment en fait tu te sentais en fait à ce moment-là en fait émotionnellement? Est-ce que tu te disais encore que non ben euh, quand tu as rencontré ton ex-conjoint, est-ce que tu t'es dit peut-être que est-ce que c'était facile pour toi, par exemple, de pouvoir même avoir une certaine intimité avec lui à ce moment-là? Parce que je pense que Mm. quand même l'intimité se brise, en fait, quand Mm. tu subis ce genre de choses-là. Mais Bah, est-ce que... justement. C'est Mhm, une excellente question parce que ça, je pense, il y a pas longtemps justement, je partageais un truc à ce sujet parce qu'il y a une jeune femme, Daphné, une artiste apparemment hyper connue, qui a dit au monde entier qu'elle avait été victime de viol. Et il y a une autre femme qui a répondu en disant oui, mais elle dit ça alors que ça fait des années qu'elle se dandine à moitié à poil. Enfin bref, elle a dit des trucs vraiment très 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 forts, très violents. Et en fait, il y a des tas d'idées reçues sur le viol, sur les violences sexuelles, les abus sexuels et sur la manière, les mécanismes, euh, sur la manière dont ça va fonctionner sur les personnes qui le subissent. C'est-à-dire que on a l'image qu'une personne qui est violée, forcément, c'est une personne qui va se recroqueviller sur elle-même, qui va, qui va être, enfin, on a une image particulière en lien avec les médias. Et en réalité, c'est pas exactement comme ça. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des cas. Il y a différentes choses qui se passent. Par exemple, la dissociation, c'est un truc très courant. C'est quand on vit quelque chose de tellement violent que on doit, c'est comme si se scinder en deux. C'est comme si moi, ce que j'ai vécu, c'est une partie de moi-même et l'autre partie est complètement différente. Il y a aussi tous les phénomènes de, je sais plus comment on appelle ça, sidération. On voit ce genre de choses, par exemple, quand dans les films, on voit quelqu'un, il y a le bus qui est en train de passer, et vous voyez la personne qui reste là, et dans le film, vous regardez le film et vous dites, mais pourquoi il ne bouge pas en fait? Parce qu'on est dans une situation tellement choquante, tellement violente, on n'est pas en capacité de bouger. Et il y a eu justement des personnes qui n'ont pas pu démontrer qu'elles ont été violées parce qu'elles étaient en état de choc. Et il y mhm. a plusieurs mécanismes qui se produisent, ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont été violées et qui vont aller dans la prostitution. On va dire, ouais, mais comment ça dans la... Parce que c'est la manière dont cette personne-là va gérer pour peut-être se réapproprier son corps. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle apprécie d'être prostituée, mais Non. voilà, il y a beaucoup de choses. Donc au niveau de l'intimité, ça n'a pas été brisé pour moi parce que justement, je vivais vraiment une dissociation. C'est-à-dire que tant que je n'avais pas parlé de ce que j'avais vécu, ça n'existait Mhm. pas. D'accord. Et pour le dire très franchement, pendant des années, c'était comme si c'était... euh, en Afrique, dans certains pays, il y a une expression qu'on dit, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Mhm. Et en gros, tant que je n'avais pas parlé, tant que je n'avais pas ouvert ma bouche pour dire, voilà, on a fait ça, c'est pas vrai en fait. Et la chose, parce que ça a duré pendant un certain temps, les viols, ça m'a tellement brisé, tellement meurtri, et en même temps, ça a été tellement choquant que c'était pas possible que ça puisse être vrai en fait. Donc du coup, quand je me suis mariée, c'était pas vrai, ça n'avait pas existé. C'est plus tard seulement que j'ai pu finalement mettre des mots là-dessus. Mais pendant toutes ces années, non, ça n'a pas existé. Pendant 10 ans, un peu plus de 10 ans, ça n'a pas existé. Mm. Je comprends ce que tu dis justement et c'est des fois ce que j'ai eu à dire, effectivement, une blessure émotionnelle en fait là c'est physique en même temps mais c'est d'un point de vue émotionnel qui effectivement qui n'est pas si je peux dire traité effectivement ne veut pas dire en fait que son action en fait s'est complètement arrêtée, c'est-à-dire Mm, qu'effectivement elle peut très bien se réveiller donc bien après en fait donc mm, c'est très important et c'est pour ça qu'on vraiment qu'on met le doigt dessus vraiment de parler des blessures émotionnelles parce que aujourd'hui voilà, Jennifer et moi, nous sommes donc de la même communauté, donc congolaise en même temps, et notamment aussi donc chrétienne. Et comme je disais justement, ces choses-là, malheureusement, on n'en parle pas tout le temps. Et or qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent et qui gardent bah, le silence par rapport à cela. Et il faut savoir que, comme je dis toujours, c'est un truc que j'aime dire, c'est que lorsque tu n'es pas passé par une chose, tu ne peux pas forcément comprendre en fait ce que ça fait en fait à l'autre. Tu ne peux pas savoir.
Euh, 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 Comme voilà, aujourd'hui, je parle des blessures émotionnelles, les gens me prenaient peut-être un peu pour une faux folle, mais c'est des choses qui sont réelles, qui sont véridiques. Et lorsque c'est effectivement pas traité, ben, ça nous joue des tours dans notre vie en tant qu'adulte. Et c'est très, très compliqué, quoi. Donc, déjà, comme tu as dit justement, donc pour toi, lorsque tu as eu effectivement cette partie-là voilà, d'abus, ça n'a pas, en fait, entre guillemets, impacté tout de suite donc, enfin, ta vie en tout cas maritale, parce que c'était comme si, voilà, cette période-là, il y avait une période, entre guillemets, je peux dire ça comme ça, d'amnésie, où la blessure, en fait, voilà, ne parlait pas du tout à ce moment, enfin, n'était pas bien présente à ce moment-là. Et alors, donc, du fait que justement, voilà, tu as dit que tu voulais, en fait, voilà, que une personne, enfin, que tu es, en fait, un sauveur, quelqu'un qui vienne te récupérer, en fait, donc, de ce foyer, justement, qui est dysfonctionnel, totalement dysfonctionnel. Tu avais besoin d'un super-héros à ce moment-là. Euh, et donc, est-ce que mine de rien, est-ce que tu prenais le temps quand même de chercher, voilà, il faut qu'il ait tel critère, il faut qu'il soit comme ci, comme cela, ou tu disais seulement, allez, le premier qui arrive, moi je le prends, sauve-moi de là, je me barre parce que je veux plus être là, viens me sauver seulement. Alors, juste, c'est marrant comme question, mais je vois ce que tu veux dire. Déjà, juste précision, je dirais pas que les viols n'ont pas impacté ma vie maritale, je dirais juste que c'était pas, comment dire, c'était pas forcément visible. Mais clairement, ça a impacté. C'était pas forcément visible, pas forcément direct. Euh, Ensuite, alors, est-ce que j'avais des critères particuliers? Alors, écoute, je pense que le seul critère que j'avais à l'époque où j'ai rencontré mon ex-conjoint, c'était qu'il puisse m'aimer. Juste, je pense que c'est tout ce que je voulais en fait. Déjà de base, moi je suis une personne qui n'est pas très axée sur des choses un peu enfin, superficielles. Après, ça dépend des personnes, mais j'ai jamais été forcément à la recherche du mec hyper beau, grand. Ça, c'est des trucs pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt, dans le sens où j'estime que de un, ta beauté, elle peut disparaître du jour au lendemain, elle peut faner. Voilà, demain tu grossis, tu peux être complètement différent, tu maigris, tu peux être différent, il peut avoir un accident. Donc, pour moi, j'avais quand même, enfin, j'avais en tout cas déjà cette valeur-là particulière qui fait que je m'attachais pas forcément au superficiel. Je recherchais pas forcément le truc superflu. Par contre, ouais, je voulais vraiment une personne qui puisse m'aimer. Le seul hic, c'est que j'avais pas forcément de modèle fiable euh, masculin. Et en termes de critères, ben, on fait seulement avec ce qu'on a connu. Donc, le critère que tu as là, c'est-à-dire que même si la figure paternelle qui est autour de toi est une figure qui est instable, qui est toxique, étant donné que c'est la seule figure que tu as, c'est ce que tu vas rechercher. Tant que tu n'as pas pris conscience de toutes ces choses-là, que tu n'as pas déconstruit aussi la vision que tu fais des hommes, c'est ce que tu vas chercher, sans même t'en rendre compte. Et effectivement, C'est c'est ce à peu que près j'allais ce te que j'ai poser cherché. comme question. Mhm. C'est En fait, exactement ce que j'ai cherché. c'est ce que j'allais te dire justement. J'allais te poser la question que est-ce que toi aussi justement l'homme que tu as choisi justement avait des similitudes avec justement donc le paternel que tu avais à la maison. Et je pense que tu dis effectivement, je pense que ça concerne toutes ces personnes qui ont vraiment en fait le daddy issues, je crois. On est toutes mine de rien, bah on va en fait inconsciemment en plus choisir un homme qui est en fait tel ce père en fait qu'on a eu en fait ce modèle, cette figure paternelle, malgré qu'elle était dysfonctionnelle, on va mine de rien en fait vouloir avoir comment dirais-je, un homme qui a en fait des petits bouts de cet homme-là. Mm. D'accord. Et donc quand tu as eu donc cet homme-là, euh, comment ça s'est passé? Est-ce qu'effectivement il a su te combler de l'amour que tu cherchais, que tu n'avais pas reçu donc chez papa et maman? Est-ce que vraiment il a su te combler de cet amour-là? Alors, en apparence, oui. En apparence, oui. En fait, il n'y a pas longtemps, je suis tombée, on m'a envoyé un article sur le love bombing. Je ne connaissais pas du tout. Mais en gros, ils expliquaient que les pervers narcissiques, quand ils rencontrent une personne, ils font ce qu'on appelle du love bombing. Donc, comment dire, t'es plongé dans tout un truc d'amour très rapidement. Et effectivement, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, je dirais pas que mon ex-conjoint était pervers narcissique, en tout cas pas directement, mais potentiellement manipulateur. Et, euh, et en fait, c'est allé très vite, c'est-à-dire que dès le début, il m'a dit que j'étais la femme de sa vie, que j'étais. C'est très marrant parce qu'au début, il m'a dit tout de suite que j'étais la personne qu'il lui fallait. Et puis, au bout de 4 mois, il m'avait déjà présenté à sa famille, etc. Il a commencé à me dire, un peu en chute, que j'étais pas la femme idéale pour lui.
quasiment comme ça, hein, de manière quasiment littérale. Voilà, je suis pas la femme idéale pour lui. C'est quelque chose d'assez violent et qui m'avait un peu surprise. Parce que je lui dis, mais si je suis pas la femme idéale pour toi, pourquoi tu restes avec moi? Enfin, je comprends pas. Et m'expliquer, non, mais je vais t'aider à devenir la personne qu'il faut. Je vais t'aider à devenir la femme qu'il faut pour moi. Et moi, dans mon esprit de manque de valeur personnelle, c'est-à-dire que je manquais tellement d'estime de moi-même, je m'aimais tellement peu que bon, si je m'aidais à devenir une bonne femme, pourquoi pas? De toute façon, dans le foyer dans lequel j'ai grandi, j'étais un objet. J'ai pas grandi avec la valorisation de moi-même. Bah, je vaux pas forcément plus que ça. Donc, pourquoi est-ce que, ok, il me dit qu'il fera de moi la bonne personne, bah, je vais le suivre en fait. Donc, ça a été très difficile. Il était très romantique sur certaines choses, mais dans le même temps, il était très violent dans les paroles. Des fois même, je lui disais, mais toi, t'as un peu la voix du diable. Parce que parfois, je crois qu'on était dehors, etc. Et il me reprochait de voir les hommes qui passaient. J'avais pas le droit de voir, c'est pas regarder, mais juste voir. Donc j'ai appris pendant les années où j'étais avec lui à regarder le sol ou à regarder dans le vide constamment. Et je crois qu'un jour on s'était embrouillé parce que il y avait un homme qui était passé, je crois qu'il m'a regardé et j'ai regardé, mais moi j'ai regardé parce que je vois quelqu'un qui me regarde, sans plus quoi. C'est parti tellement en cacahuète, cette histoire est partie très loin. Il a eu des paroles vraiment très violentes. De toute façon, tu n'étais pas quelqu'un de propre quand je t'ai rencontré. Sous-entendu, tu étais, ben voilà. De toute façon, vu que tu avais déjà connu d'autres personnes, c'est-à-dire que j'étais pas vierge, vu que tu avais déjà connu d'autres personnes, franchement, ça valait même pas le coup. Enfin, vraiment, il a commencé à me dire des paroles très, très blessantes, très violentes, et avec une petite voix, toute petite voix. Et moi, à un moment donné, c'était beaucoup trop. Et je commençais à me mettre en colère, à m'énerver, à pleurer. Et il y avait des gens qui me regardaient, et lui, il était là encore en train de me dire, ah, mais arrête de faire comme ça et tout, je vois pas que les gens me regardent, avec une toute petite voix. Donc vraiment, j'avais des trucs, c'était, mais un jour, beaucoup d'amour, le lendemain, beaucoup de colère, beaucoup de haine, d'impulsivité, c'était très changeant. Il n'y avait pas de balance, il n'y avait pas d'équilibre en fait. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi elle a un sourire quand elle parle? Je rigole. Mais parce qu'en fait, vous savez, quand vous vivez, en fait, vous voyez une personne qui raconte une histoire que vous avez vécue vous-même, vous avez une sourire qui s'affiche, et vous dites, mon Dieu. Mais c'est derrière, c'est parce qu'on sait aussi que c'est derrière et que voilà, je suis plus dedans quoi. C'est sûr que pendant le moment, c'était violent, mais même moi, je n'en avais même pas conscience. Pour moi, c'était juste normal, en fait. C'était juste normal. Mais là, quand j'y repense, je me dis, mais c'est inhumain, en fait. On ne peut pas traiter un être humain de cette manière-là. On ne se met pas déjà avec une personne en espérant changer cette personne, mais de quel droit, en fait? Moi, je dis aujourd'hui, mais t'es avec quelqu'un, t'es pas content de la manière dont elle... Mais reste pas avec cette personne-là, en fait. Quand tu l'as rencontrée, elle était comme ça. Donc, quand tu prends la personne, tu la prends comme elle est. Si t'as pas envie de prendre la personne comme elle est, tu t'en vas. Vous avez rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, ce truc-là de vouloir changer quelqu'un, mais de quel droit, en fait? Tu te prends pour qui pour vouloir changer une personne? Même Dieu ne force pas les gens à changer. Et toi, tu veux dire à quelqu'un comment il doit être, mais de quel droit, en fait? Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'en parle, j'en parle, voilà, pas forcément avec plus d'émotion, mais c'était très dur. C'était vraiment, vraiment, vraiment très, très dur à vivre, en réalité. Et en fait, on va s'attarder un petit peu sur ça parce que, comme j'ai dit, comme je disais, voilà, les gens vont voir que j'ai un large sourire. Pourquoi je rigole? Comme je disais, voilà, c'est du vécu, en fait, cette histoire là de Jennifer. Je l'ai un petit peu vécu aussi. Et elle appelle pas forcément donc son ex-conjoint un pervers narcissique, mais moi, c'était vraiment le cas. Et, euh, et comme elle dit, justement, c'est très violent, ce genre de situation-là, parce que, enfin, il faut le vivre en tout cas. Il faut vraiment le vivre pour comprendre en fait ce qu'on ressent à ce moment-là. Je voulais parler de la confiance en soi, mais on va parler de ça bien après. Bien après, en fait, on va parler donc de la confiance en soi. Euh, alors, lorsque tu as été donc avec cette personne-là, donc avec malgré tout ce qu'il faisait, tu te disais pas un moment en fait, il faudrait que je parte en fait, parce qu'il il me traite mal. Il me traite mal, mais enfin, il faut que je parte, quoi. C'est pas possible émotionnellement. C'est les montagnes russes, parce que comme tu dis, effectivement, aujourd'hui je t'aime, ça peut être tout rose, et demain ça peut péter en fait.
on ne sait pas en fait sur quel pied forcément danser. Et je pense, tu me diras si pour toi c'était le même cas, parce que pour moi c'était comme ça, c'est tu marches un petit peu, c'est comme si tu marchais un petit peu sur des œufs, parce que tu sais Constamment. pas en fait, quand est-ce que la bombe va éclater en fait C'est en ça. pleine face, quoi. Tu peux dire même ne fût-ce qu'un petit mot, bah c'était pas méchant ce que tu as dit, mais le retour, comme aimerait dire mon fils, les retombées, les retombées sont autres en fait quand ça te en fait. Enfin, c'est une petite chose que tu dis, mais derrière, en fait, après, ben, ça prend des proportions énormes. Mais tu t'es pas dit à un moment que non, ben, non, Jennifer, il faut que tu partes, quoi. Là, Si, c'est. si, à plusieurs reprises, j'ai dit je m'en vais. Enfin, j'ai voulu le quitter à plusieurs reprises, mais c'est un peu, enfin, c'est comme dans tous les mécanismes de relations de violence conjugale, on va dire. C'est-à-dire que là, il n'était pas encore arrivé aux mains à ce moment-là. Par contre, avec la parole, c'était tout ou rien. C'est-à-dire que le jour où je disais bah je vais partir parce que voilà, on peut pas continuer comme ça. Tu me fais trop souvent pleurer, etc. Le lendemain, c'est la personne ultra romantique que j'ai rencontrée au début. Et donc je me dis, ok, bon, bah, je reste. Et c'est exactement le genre de choses qui se passent justement dans les couples dans lesquels il y a une personne qui est très violente. Je suis désolée pour l'exagération que je vais avoir, hein, mais c'est volontaire, c'est pour vous dire à quel point c'est fort. Je te mets une claque et puis demain matin, je te ramène un énorme bouquet de roses, du chocolat, je te fais dîner, enfin, vraiment la totale. Et c'est exactement ce qui se passait à chaque fois. Un jour, et c'était pour se rattraper. Et lui-même, il le disait, je suis désolée, j'aurais pas dû, j'avoue, je suis allée un petit peu loin, etc. Des fois, j'enregistrais des choses qu'il me disait, et quand je lui faisais écouter, il avait l'air vraiment, non, mais c'est vrai, j'aurais pas dû dire ça, je suis désolée, mais non, mais reste, c'est toi la mère de mes enfants, blablabla, bla, bla, etc. Et il avait vraiment l'air d'être sincère. Mais ensuite, la bombe elle va exploser. Et je me disais, bon, c'était aussi peut-être de ma faute en même temps. Parce que dès le début, il m'avait aussi conditionné pour que je puisse apprendre à devenir sa femme idéale. Donc, non, moi aussi, j'avais pas suivi ses règles. Donc, c'est de ma faute, en fait. Et c'est comme ça que pendant 10 ans, euh, j'ai, j'ai, j'ai accepté des choses que j'aurais pas forcément dû accepter. Mhm. Tu as totalement raison. Et c'est vrai que j'en profite pour dire en même temps, pour toutes les personnes qui pensent, qui disent que oui, mais elle se fait taper, on l'insulte, pourquoi elle part pas? Pourquoi elle part pas? Bah, c'est de ça dont on est en train de parler justement, c'est que c'est pour ça en fait que cette série, donc c'est la saison des mariages et la préparation, donc euh, je m'attelle beaucoup sur la préparation émotionnelle en fait donc des femmes parce que c'est très important. Parce que la preuve, vous voyez, lorsqu'émotionnellement vous êtes déjà en fait brisé et que bah, vous avez en fait, bah, comme Jennifer a eu à dire, besoin en fait d'un sauveur qui se présente face à vous, juste pour qu'il puisse en fait vous faire sortir du calvaire que vous vivez. Euh, Bah en fait la finalité, le premier venu, enfin entre guillemets comme j'ai bien évidemment le premier venu, enfin c'est peut-être trop dire, mais bon, la personne qui va se présenter à vous, il faut le savoir déjà que vous allez attirer aussi une personne qui a autant en fait donc des tares en fait émotionnelles que vous-même. Mm. Vous voyez, c'est comme on dit, hein, qui se ressemblent, donc ça Ça tire, semble. c'est tout à fait Mm. comme ça en fait. C'est-à-dire que c'est bizarre, je sais pas si c'est dans de manière spirituelle ou autre quoi, mais vous allez en fait attirer une personne qui est en fait qui a des tares comme vous. Et ce qui veut dire, bah, ça va être en fait un enfer que vous allez vivre en fait bah, à deux tout simplement quoi. Mm, mm, Et mm. donc j'aimerais dire vraiment ne pas condamner les femmes qui malheureusement en fait restent dans des dans des couples, Et dans les des foyers hommes, pardon. et les hommes, il y a des hommes aussi qui passent par ce genre de choses. On Oui, n'en c'est parle vrai pas qu'on en parle suffisamment, mais beaucoup. oui. Voilà. Et donc ne condamnez pas tout de suite en fait la femme pourquoi elle part pas. C'est vrai que même moi aussi avant j'étais dans le cas de figure pareil bah ah non moi tu me tapes je pars. Mais bon, moi, si je peux dire, c'est que j'avais peut-être eu cette faculté de le dire comme ça, parce que ben, mon père, dans le temps, était aussi donc un homme violent. Donc, je l'ai déjà vu, en fait, taper des femmes, ce qui veut dire que je voyais la puissance des coups. Je me disais, non, 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 moi, je peux pas, en fait, accepter qu'un homme, en fait, voilà, on arrive à ce niveau-là. Donc voilà, donc ne portez vraiment pas de jugement envers les personnes qui malheureusement restent dans des foyers qui sont violents. Au contraire, il faut vraiment leur apporter en fait une aide. Et puis il faut savoir surtout que c'est pas forcément peut-être le cas de Jennifer, mais si je prends le cas de nos familles en fait à nous
congolaise ou même voire africaine, on nous apprend toujours en fait à supporter. Il faut supporter, il faut supporter, il faut supporter. Bah, je sais que ma mère, dans le temps, quand elle était avec mon père, ben, elle a eu aussi si je peux dire, se manger des coups, elle a même eu même des cicatrices à ce niveau-là. Mais du fait que, voilà, c'est culturel, en fait. On nous conditionne à, en fait, la femme doit seulement, en fait, tu dois supporter. Il faut supporter, tu fermes ton cœur seulement, et puis voilà, quoi. Et puis jusqu'à ce que mort s'en suive, tout simplement. Mm. Donc voilà, je bénis le Seigneur, ma mère n'est pas décédée sous les coups de mon père dans le temps. Mais, euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est vraiment ne jugez pas les personnes qui sont comme ça. Au contraire, apportez-leur en fait un soutien, aidez-les. Parce que, comme a dit Jennifer, il avait déjà conditionné. Il faut savoir que ces personnes-là, déjà, en fait, quand elles sont dans ce genre de foyer-là, psychologiquement, émotionnellement, elles sont pas déjà très stables. Ce qui veut dire que bah, déjà, comme a expliqué Jennifer, elle voulait en fait, elle cherchait un sauveur. Donc, elle va pas se détacher de cette personne, entre guillemets, qui est là pour la sauver. Donc, C'est on n'a ça. pas ces personnes n'ont pas la même vision en fait des choses que les personnes extérieures. C'est pas possible en fait. Mm. Et c'est pour ça que je reviens encore à dire que lorsque tu n'as pas vécu une chose, tu ne peux pas comprendre et savoir en fait ce que ça fait. Donc, Mm. au lieu d'apporter un jugement, vaut mieux prendre le temps de comprendre la situation, qu'est-ce qui se passe, poser des questions en fait, pourquoi en fait c'est comme ça. Mm. Mm. Donc, comme tu as dit, effectivement, donc il a beaucoup joué avec ta psychologie, donc émotionnellement, psychologiquement, donc voilà, il a su te mettre bah, dans ses filets hein, pour pouvoir te maintenir pendant ces 10 années. Euh, et donc après, tu dis effectivement, euh, donc après, bah, après, c'est au bout de combien de temps que vous êtes mariés en fait, et enfin que tu as accepté d'être sa femme? Une chose qu'il me disait, pendant que tu parlais, j'y ai repensé, il me disait souvent, sans moi, non, si c'est pas moi, de toute façon, personne ne voudra de toi. Ça, c'est la phrase. Ça, c'est grave. Et il me disait très souvent, de manière insidieuse, au bon moment. Généralement, au moment où j'avais fait une bêtise. J'avais fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Un exemple pour vous dire le genre de bêtise que je faisais pour lui. On croise un de ses cousins qui vient avec ses amis, on les croise. Donc, je fais la bise à son cousin. Son cousin, il est avec deux autres personnes, je leur fais la bise aussi. La manière dont je me suis fait, euh, je dirais pas lyncher parce que c'est trop, mais la manière dont avec ses mots, il a été violent juste après. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas ou quoi? Mais tu te prends pour qui? Mais ils vont te prendre pour une pute, limite, voilà. Tu fais la bise à des hommes que tu connais pas, mais ça va pas, blablabla. Je comprends pas. Ils se sont approchés pour faire la bise. Je me suis pas vue à ce moment-là repousser les gens parce que par rapport au contexte, ça pouvait paraître un peu trop. Enfin voilà quoi. Ouais, mais non, j'aurais dû faire quoi en fait? J'aurais dû serrer. Bah oui, t'aurais dû serrer la main, c'est ça une vraie femme, blablabla. Donc en plus, il est en train de me dire que je suis pas du tout une vraie femme. Qu'est-ce que je suis alors? Je suis moins que rien. Et ça, c'est vraiment le genre de choses qu'il faisait très régulièrement. Ensuite, on a eu une phase très compliquée où lui, il cherchait le succès à tout prix. Donc, il a fait plein de trucs, plein de trucs un peu bizarres, etc. On a travaillé un moment pendant ensemble, on a arrêté de travailler ensemble. Je pense il sentait pas avoir les épaules pour aller plus loin. Moi, j'ai continué dans ma lancée. Lui, il s'est arrêté à ce moment-là. Mais dans le même temps, il était dans une construction un peu mystique, un peu étrange, que je comprenais pas trop. Et dans ce moment-là, il m'a trompée. Je sais pas avec une ou plusieurs personnes, mais il m'a trompée. Et moi, à ce moment-là, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble, je crois. Je repensais à tout ce qu'on avait vécu et je me disais, mais ça n'a pas de sens en fait ce qui arrive parce que j'ai accepté certaines choses, j'ai travaillé pour pouvoir finalement plaire à cet homme, j'ai travaillé pour réussir à plaire à cet homme et puis finalement il s'en va. Mais non, est-ce que j'accepte ça? Je ne peux pas accepter ça. Donc finalement, j'accepte et on vit une période de séparation. Il va dans son coin, je vais dans mon coin. Je vais dans mon coin, je fréquente une personne et ça c'est important, vous allez comprendre pourquoi, mais pas très longtemps, hein, mais je fréquente une personne rapidement, etc. Et lui, il fréquente quelqu'un, il s'installe même quasiment chez cette personne-là. Et quand je le découvre, je me dis, mais non, je ne vais pas laisser passer ça parce qu'on devait se marier. Et moi, dans ma tête, je crois qu'à ce moment-là, je me dis, mais si je ne me marie pas avec lui, avec qui je vais me marier? Est-ce que je dois reconstruire? Comment ça se passe? Et puis je vois le temps qui passe et je veux sortir de ce foyer, de cette maison dans laquelle je suis. J'essaie de le récupérer et j'y vais en larmes. Et comme j'étais très proche de sa famille, et sa famille m'aimait beaucoup, je pense que ça aussi, c'est la chose qui a fait que finalement, on a pu se remettre ensemble. C'est-à-dire que sa famille est intervenue.
son père, sa mère, vraiment ses cousines, ses sœurs, remets-toi avec Jennifer, blablabla. Tout le monde était là, remets-toi avec Jennifer, remets-toi avec Jennifer. Et en même temps, il y a eu toute une espèce de crise où j'ai fait immersion, enfin, je suis arrivée là où il était avec sa copine du moment. Et ça a tout pété. Et je crois qu'à ce moment-là, il s'est dit, ah ben non, elle est prête à faire ça pour moi, je vais pas la laisser partir. Et on s'est remis ensemble. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on s'est mis en mode fiançailles. Et les choses sont allées hein, assez vite, rapidement après ça. Mais il m'a reproché d'avoir fréquenté quelqu'un d'autre pendant qu'on était séparés. C'est le truc genre, oui, mais je dis, mais on était séparés, enfin, je comprends pas trop en fait pourquoi tu. Non, non, non. De la même manière qu'il m'avait reproché d'avoir eu d'autres hommes avant lui, avant de le connaître. C'est vraiment le truc, je pense que la chose qui le choquait le plus et qui m'a le plus reproché pendant les 10 ans où on était ensemble, c'est d'avoir connu d'autres personnes avant lui. Il m'a dit, je ne l'ai pas attendu. Et je lui disais, mais ce que tu me dis, c'est pas très logique. Comment j'aurais pu savoir que tu allais arriver dans ma vie? Comment je devais prévoir ça, en fait? Et qu'est-ce que je suis censée faire? Effacer, mais comment j'efface? Donc, c'était très compliqué. Moi aussi, en fait, bah oui. Et comme je dis toujours, ce genre d'hommes, je pense que voilà, eux-mêmes aussi, malheureusement, ont dû souffrir de beaucoup de rejets et d'abandon Mm. pour pouvoir justement être là, vouloir en fait marteler les gens. Voilà, en fait, ils trouvent satisfaction à vouloir en fait faire du mal en fait aux autres. Je pense que c'est tout simplement en fait le mal qu'ils ont reçu, ils le reprojettent en fait sur les autres. Et ça leur fait peut-être du bien en fait à ce niveau-là. Non, mais Euh, tu sais quoi? Le pire, j'y pensais il n'y a pas très longtemps. Je pense même pas que. C'est pour ça que pour moi, lui, c'est pas forcément un pervers narcissique. Ou peut-être par procuration, par le biais d'une autre personne, parce qu'il est très fils à maman. Pour moi, c'est plus un manipulateur, mais il n'a pas le niveau du pervers narcissique, dans le sens où il faisait ça parce que pour lui, c'était logique de le faire, parce que lui, c'était cohérent. Tu vois, c'était même pas genre, il essayait de me, je pense même pas qu'il essayait de me faire mal à tout prix. Même si, bien sûr, dans les moments où il avait des mots violents, c'est pour me blesser, clairement. Mais je pense même pas que dans le fond de son idée de manipulation, etc., c'était une recherche de satisfaction pour me blesser. Non, enfin, je pense qu'il n'en était pas conscient à plusieurs niveaux. C'est dingue, d'accord. hein. Mais tu penses que, pardon, mais comment en fait il avait eu en fait à grandir vu que toi effectivement tu étais proche de sa mère parce qu'en fait quand je dis que j'ai eu la même histoire que toi c'est que pareil cet homme en question était effectivement un fils à maman bizarrement en fait c'est que collé au basque de sa mère ce que sa mère va dire c'est oui et amen sa mère est présente tout le temps et ça me faisait même rire d'ailleurs parce cette personne me reprochait que ouais mais t'es trop proche de ta mère. J'ai envie de dire mais c'est encore pire que, en fait, moi, je vis avec ma mère, c'est normal, mais toi, tu as un homme, en fait. C'est-à-dire que, à un moment, tu dois effectivement te détacher, en fait, parce que c'était vraiment, euh, il était là, sa mère sur, arrivée, même pas la seconde après, quoi, tu vois. Mm, 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 mm. Euh, mais, après, donc, qu'on se soit séparés, j'ai quand même pris le temps, en fait, par le biais d'un membre de sa famille, de savoir en fait comment il avait grandi parce que ça en fait c'est bizarre en fait il était devenu comme un sujet d'étude pour moi parce que c'était la première fois que je tombais sur un pervers narcissique je ne savais pas du tout bon dans le temps j'appelais pas ça comme ça parce que je ne savais même pas ce que c'était à ce moment-là je savais pas mettre un mot sur sa personnalité parce que tellement c'était trop fort pour moi je ne savais pas en fait et donc justement ce membre de famille avait m'expliqué que non euh, il n'a la relation avec sa mère, en fait, c'est en grandissant si on peut dire qu'elle s'est créée, parce que dans le temps, sa mère est absente. Il y avait un total rejet, abandon. Ses parents se battaient en fait les uns pour les autres pour lui. Des fois, ça pouvait arriver que sa mère le jette chez son père ou vice versa, ou des fois qu'on laisse à un endroit, le père ou la mère ne l'a pas récupéré. Donc, il vivait donc, il dormait donc avec des tantes et autres. Enfin, c'était très complexe en fait, en tout cas. Et donc ce manque d'amour qu'il a pas eu en fait donc de ses parents malheureusement. Aujourd'hui, bon bah toute cette, je pense, toutes ces blessures aujourd'hui, voilà, il a rejeté malheureusement en fait, il y avait beaucoup, je pense, une grande colère pour les femmes.
Je Ouais. pense que c'était que parce que en fait, c'est fou. Dans le temps, en plus, c'est pour ça que je vous dis que vraiment les femmes, guérissez s'il vous plaît. Guérissez, c'est très important. Avant de Parce vous que, mettre en couple, s'il vous plaît. s'il vous plaît, voilà, guérissez s'il vous plaît pour vous et pour pouvoir trouver la bonne personne. Parce que cette personne dont je vous parle, dans le temps, étant il y a quelques années avant, je le voyais comment il maltraitait en plus verbalement sa copine dans le temps. Et j'étais là, mais ça va pas ou quoi? Comment on peut parler comme ça? Et c'est marrant, quelques années plus tard, j'ai eu la rencontrer et j'ai cru Il avait qu'il avait changé? changé. En fait. J'étais tellement. En fait, c'est limite, c'est bizarre. J'étais en fait admiratif en fait de son changement. J'ai dit waouh. Bon bah pourquoi pas alors, ce qu'il a changé. Mais comme dit effectivement Jennifer, donc les premiers mois c'est la lune, c'est bien, c'est beau, c'est la lune de miel, mais c'est après que ça se corse et qu'on voit vraiment le vrai visage de cette personne. Mais comme je disais justement, c'est que du fait qu'il n'avait pas eu vraiment une vraie relation avec sa mère, beaucoup de rejet en fait qu'il avait reçu vis-à-vis de sa maman, parce qu'il faut savoir, comme je dis toujours, euh, le premier homme d'une femme, c'est son père, et la première femme d'un homme, c'est sa mère. Donc c'est avec sa maman qu'il va avoir cette période de romance en premier temps et qui va pouvoir en fait demain aller démontrer aussi à sa femme. Et s'il n'a pas reçu ça de sa maman, ça va être très compliqué pour lui de pouvoir en fait aimer aussi notre femme. Et effectivement, je pense qu'il y avait une grosse colère envers les femmes parce que il s'acharnait en fait sur nous les femmes et d'une manière mais Bah, incroyable quoi. bah, tu vois, mon ex, par rapport à la relation avec sa mère, il avait une relation assez fusionnelle avec sa mère, tu vois. Mais je pense que ce qui a posé problème, c'est l'absence d'une vraie force masculine. C'est-à-dire que les gens, même des fois, quand je parlais de lui et de sa famille, ils disaient, ouais, mais son père, il a un père, enfin, tu vois. Oui, il a un père, mais son père a très peu de présence. Parce que C'est justement, ça. la maman est tellement présente, tellement. Il y a des gens qui pourraient penser charismatique, mais pour moi, ça dépasse le charisme. C'est la mère qui dit A, tout le monde va A. Elle dit B, tout le monde va là. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, quelque part, tu peux même avoir l'impression que le père est en quelque sorte castré. Et je me suis dit, en se mettant avec moi, il s'est peut-être dit que ça allait être la possibilité pour lui de récupérer le pouvoir en tant qu'homme. D'autant que moi, dans la manière du coup où j'ai grandi, alors pour ceux qui connaissent, donc moi je suis moitié Muluba, moitié Kikongo. Donc c'est deux tribus au Congo. Et les Muluba sont connus justement, les femmes Muluba sont connues pour être des femmes très soumises. Moi, c'est ma mère qui n'était pas Muluba, mais qui s'est mariée à un Muluba. Et donc ma mère, elle a été très. C'était genre, mon père dit qu'il y a déjà à manger sur la table. Hein, et il dit, oh, finalement, j'ai envie de manger ça et tout. Ah, elle va se lever, elle va aller faire autre chose à manger. Et moi, je regardais, je me disais, mais il y a déjà ça. Et tu peux pas faire ça demain. Enfin, c'est quoi le truc, quoi? Mais j'ai vu ce genre de choses. Et comme je l'ai vu, sans même m'en rendre compte, c'est des choses que j'ai reproduites. Donc, du coup, ouais, c'est clairement des choses que j'ai reproduites. Ce côté très femme de maison. Déjà, de manière générale, les femmes congolaises, on apprend à être une femme de maison. On nous apprend dès qu'on est très petite à nous occuper de nos frères et sœurs, à nous occuper de la maison, etc. Ça, c'est voilà, c'est un truc basique. Et moi, j'ai vraiment appris ça. Donc, je pense que quelque part, quand il s'est mis avec moi, il s'est dit, voilà, une femme que je vais pouvoir dominer. En plus de ça, comme je manquais d'estime de moi-même, je manquais de confiance de moi-même, je me trouvais pas du tout belle. Hein. Là, aujourd'hui, les gens ils me disent, ah, mais t'es trop belle, blablabla, etc. À l'époque, je me trouvais pas du tout belle, mais vraiment, moi, je voulais avoir un autre visage, être une autre personne. Pour moi, voilà quoi. Et je pense que les gens me voyaient différemment que moi je me voyais, clairement. Donc, du coup, euh, tout, toute, euh, toute l'image que je me fais de moi-même, ça dépendait de ce que lui me disait. Pour vous dire, en 10 ans, il m'a dit 5 fois que j'étais belle. Je peux les compter les 5 fois. Parce que ce sont les 5 fois où, dans les 10 années de relation où on a été ensemble, je me suis sentie belle. C'était vraiment genre pour lui, quoi. Avant que ce soit pour moi, c'était pour lui. Je ne cherche même pas à être belle pour moi parce que, voilà, pourquoi faire? Je n'existe pas en tant qu'être humain. Je suis juste un objet, entre guillemets, encore une fois. Donc, je pense que effectivement, ce qu'il a voulu faire, je pense qu'il a plus voulu reprendre le pouvoir en tant qu'homme au sein de notre relation, plus qu'il a cherché à me faire du mal. C'est-à-dire que me faire du mal, c'était un moyen pour lui, ou en tout cas me piétiner, c'était un moyen pour lui de reprendre le pouvoir en tant qu'homme.
Je pense pas que sa volonté de base, c'était me mettre plus bas de terre. Non, il n'avait pas forcément d'intérêt particulier à faire ça, parce qu'en plus, il avait besoin de moi. Il avait besoin de mes idées, il avait besoin de mon intelligence, il avait besoin. Il fallait quand même qu'il puisse m'utiliser. Entre guillemets, encore, je suis désolée pour les expressions que j'utilise aujourd'hui. Mais clairement, ouais, je pense que c'est. Comment? Voilà, c'est ça. Je pense qu'il avait besoin de C'est une m'utiliser. belle chose que tu dis et parce que la personne dont je parle aussi, pareil, était pareil. C'est-à-dire que, si je peux dire, il choisit de manière très stratégique aussi ses poids. Dans le sens que voilà, il faut que tu aies quelque chose que voilà que lui peut en fait soutirer en fait en contrepartie. Soit tu es belle, soit effectivement tu es très intelligente, soit tu as l'argent. En tout cas, un bien que lui en fait pourra effectivement pouvoir en fait aspirer en fait donc de son côté en fait tout simplement. C'est ça. Et il est pas là en fait pour toi, mais il est plus là pour lui en premier temps. C'est ça. Et toi, tu es là en Exactement. fait juste un accessoire. Un Donc outil. voilà, c'est ça. C'est plutôt que ça. Toi, tu penses qu'on t'aime, mais c'est pas ça, quoi. Mhm. C'est pas ça du tout. Et la confiance en soi, on va vraiment parler vraiment en fait sur la partie, la phase un peu finale. Et donc après, ben, les fiançailles, le mariage, euh, L'emménagement à Londres. voilà, l'emménagement à Londres, tout ça là, tout ça. Comment ça s'est passé en fait? Parce que déjà à l'extérieur, voilà, vous n'étiez pas du tout mariés, rien du tout. C'était c'était un côté explosif. Alors maintenant, dans le mariage, en vivant ensemble, parce que moi, il faut savoir, vous voyez, c'est pour ça que il y a cet adage qui dit en fait, chez nous en Lingala, qui dit, donc je vais le traduire en français, euh, euh, la maison entre guillemets où tu sais pas où l'eau coule, tu sais pas forcément enfin comment dire en français? Oh Lingala, Dion Lingala, je traduis. comment dire la Lingala? J'ai oublié, attends. Alors en fait, en gros, ça veut dire que c'est pour dire en fait tout simplement que quoi? Que l'extérieur n'est pas l'intérieur. En fait, la maison où tu ne sais pas où l'eau coule en fait, tu ne sauras pas réellement en fait le problème qu'il y a. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, bon, moi Jennifer, ça fait longtemps qu'on se connaît, hein. Ça fait longtemps qu'on se connaît à l'époque de MSN, et Grave. c'est vrai que moi j'étais admiratif de tes photos avec Monsieur. Alors surtout il y a celle-là en fait, on dirait un couple de top modèles qui était enfin oui dans la rue. Je sais pas si tu vois de quelle photo je parle. Celle Vous où on est marchez à main New York? dans la main. Ah oui! Je sais celle-là. Quelqu'un nous avait fait en photo et tout. Oui, je me souviens de cette photo. Cette photo, j'étais là, j'étais, oh my God. Tu disais C'était Lova tellement beau. Lova. C'était tellement beau. Et puis, il y avait aussi, je crois, un shooting que tu avais fait, je crois, avec une robe verte, un truc comme ça. Enfin, je sais plus si tu te souviens. Ah, c'était Tu à avais New les York, mains. celle-là. Vous Celle-là, c'est à New York, ouais. voyez, tellement ça m'avait marqué. Vous voyez, tellement ça m'a marqué que je m'en souviens presque 10 ans, je crois. Mais voilà, en fait, j'étais très admirative, justement, du couple de Jennifer. Mais c'est vrai que lorsqu'elle m'a raconté le après, j'ai dit non, Jennifer, elle ne parle pas de la même personne. Voilà, D'accord, merci d'accord. beaucoup, HL Ouais. Shaili. Merci beaucoup parce que voilà, ça m'avait échappé. Et donc je disais, voilà, j'ai dit à Jennifer, non, c'est pas possible, elle me parle pas de la même personne. Je voulais m'assurer, non, c'est pas lui. Et je crois que j'ai même demandé plusieurs fois, mais c'est lui? Et je crois que je vais même montrer les photos de cette personne parce que c'est lui. Oui, oui, c'est bien lui, c'est bien lui. Donc c'est pour ça, comme je dis, je tape encore du point dessus. Les femmes, s'il vous plaît, guérissez vraiment, faites une cure avant de pouvoir vous mettre avec une personne. Ça vous fera en fait gagner du temps. Ça vous fera gagner du temps de vie. Et ça fera en sorte surtout que vous ne mettrez pas avec n'importe qui en fait. Parce que je pense que le temps que Jennifer a passé avec cette personne-là, ça aurait pu être un temps qu'elle aurait pu mettre, l'énergie qu'elle aurait pu mettre peut-être ailleurs. Mais en tant que personne de foi et spirituelle, on sait que, voilà, que tout le mal qui nous arrive, on sait en tirer avantage derrière. Parce Amen. que je pense que même si Jennifer n'était pas forcément passée par là, je pense pas qu'elle aurait eu en fait à connaître tout le bonheur qu'elle est en train de connaître actuellement. Donc, Amen. donc voilà, donc on était sur le point de, je te posais la question de comment en fait était la cohabitation avec lui en fait au quotidien. Comment ça se passait vu que déjà en tant que copain-copine, c'était explosif. Alors maintenant, dormir sous le même toit, se réveiller avec lui tous les matins, comment ça se passait en fait avec lui? Bah, c'était un peu pareil. Euh, il y avait des jours où c'était merveilleux. Je me souviens, par exemple, quand on avait notre appart dans le 77, on avait un superbe appartement dans le 77.
Et des matins, on se prenait un petit déj tous les deux, comme dans un film, vraiment. Dès que c'est un film, comme dirait Fanny. Non, il y avait des jours où c'était vraiment super bien. D'autres jours où j'avais l'impression d'être avec un inconnu. En fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il a jamais été lui-même dans notre relation. C'est-à-dire que il s'est jamais senti libre d'être lui-même de la même manière qu'il m'a jamais laissé la liberté d'être moi-même. Il s'est jamais senti libre de pouvoir montrer réellement qui il était et il m'a jamais laissé l'opportunité de le faire. Et je me suis pas offert cette opportunité-là. Comme il m'avait conditionné pendant toutes les années où on était ensemble, fallait pas que tu fasses la bise à un garçon, fallait pas ceci, fallait pas cela, tu regardes quasiment le sol quand tu marches, plein de trucs. Même quand il n'était pas là, c'était dans ma tête. C'est-à-dire que même quand il n'était pas là, euh, je vais faire en sorte, parce qu'il m'avait expliqué que il fallait par exemple, je pense qu'il avait tellement peur qu'un homme me vole, qu'il faisait tout en sorte pour que je me sente jamais vraiment à l'abri et en sécurité. Et donc quand je Mhm. sortais, si quelqu'un me regarde, il faut que je le regarde en étant vénère, alors que c'est pas forcément dans mon tempérament de regarder les gens en ayant l'air énervé ou méchante. Moi, je suis plus du genre à sourire, etc. Sans forcément qu'il y ait une intention quelconque, mais voilà, pour moi, le sourire, c'est important. Et non, il m'a appris le contraire. Et c'est comme ça que je marchais, c'est comme ça que je faisais. Et quand on s'est mariés, c'était à peu près la même chose. Alors déjà, il faut savoir que quand on s'est mariés, j'ai pas vraiment eu de préparation au mariage en tant que tel, dans le sens où pour moi, notre mariage était logique. C'était pas évident, c'était logique. On est resté tant d'années ensemble. Euh, je connaissais ses parents, il connaissait les miens. Je connaissais sa famille, il connaissait une petite partie de la mienne. Ça faisait un autre temps qu'on était ensemble. Il était temps de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas marié parce qu'on avait vraiment forcément envie de se marier, mais parce que c'était logique qu'on passe à l'étape suivante. C'est vraiment ça en fait. C'est juste une question de logique. Mhm. Rien à voir avec juste l'amour. C'est vraiment une question, bah, c'est logique. Vu le temps qu'on a passé ensemble, il est temps de passer à autre chose. Il faut signer, quoi. Donc déjà, on s'est marié pour ça. Plus pour ça qu'autre chose. Moi, à l'intérieur, c'est clairement pour être sauvé. Et puis lui, il a pris aussi ce côté je suis ton sauveur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a vraiment perçu et il a pris de cette manière-là, sans connaître les raisons pour lesquelles il me sauvait. Mais ça lui a fait plaisir d'être un super héros et tout. Donc voilà. Et donc du coup, le jour de notre mariage, je me souviens, je me suis pas préparée à ça. C'est-à-dire que je me suis pas posé la question comment est-ce que ça va être après. Ça m'intéressait pas en fait. Moi, ce qui m'intéressait juste, être dans mon foyer et être en sécurité. Parce que dans le foyer dans lequel j'avais grandi, je n'étais pas en sécurité. Et là, j'espérais être en sécurité. Mais comment tu peux être en sécurité dans un endroit où c'est supposé être ton cocon de bonheur, de bien-être, mais tu ne peux pas être toi? Parce qu'on te dit que le toi est un problème. Et j'avais pas cette notion-là. Je n'avais pas du tout conscience de ça parce que j'avais pas pris le temps de traiter mes blessures et même de réaliser que j'avais des blessures qui étaient vraiment profondes. J'avais pas pris le temps d'y penser. Et donc, du coup, il y avait des jours où, au niveau de la vie commune, bah, on était un peu comme des étrangers. Si tu veux, moi, j'ai beaucoup. Alors, je sais pas exactement de son côté comment il a vécu. Moi, de mon côté, en tout cas, j'ai vraiment essayé de beaucoup travailler mon mariage. C'est-à-dire que j'essayais déjà d'être, entre guillemets, soumise. Je sais que les gens ont du mal avec ce mot, mais voilà, j'essayais d'être soumise, clairement. J'essayais de lui montrer beaucoup de respect parce que je sentais qu'il était très en attente d'avoir du respect. J'essaie de ne pas me montrer trop intelligente parce que bah, déjà, c'était des choses. Il ne l'avait pas dit, mais à plusieurs reprises, voilà, c'était mais pour qui tu te prends, c'est bon, je suis au courant. Ok, d'accord, excuse-moi. Donc, j'ai Oui, vraiment essayé autant que possible de rabaisser mon intelligence c'est pour qu'il ça. ne se sente pas dévalorisé en tant qu'homme. Il y a eu un moment donné où il ne travaillait pas. En réalité, pendant très longtemps, dans notre relation, il n'a pas travaillé. Et il cherchait, hein, mais il cherchait moyennement, on va dire. Et j'estimais que c'était mon rôle en tant que sa femme de le protéger du regard des autres, etc. Du coup, je racontais pas forcément, je disais pas forcément aux gens qui travaillaient pas. Je participais au mensonge de dire, bah si, il travaille, il a un emploi, même si c'est moi qui subvenais aux besoins de la famille à ce moment-là. Et à un moment donné, on avait été dans le 77, je travaillais dans le 95, donc je faisais quasiment 2 heures tous les jours en transport. J'étais épuisée quand je rentrais à la maison. Hop, je redevenais la femme de la maison, donc je refaisais à manger. Monsieur avait été à la maison toute la journée et il faisait pas à manger. Et il m'avait dit en plus, il m'avait reproché en plus d'avoir une mine pas sympa quand je rentrais. Non, mais c'est juste que je suis fatiguée en fait. Comment t'expliquer? Et là, je rentre. Jennifer, Ouais, excuse-moi.
reste sur ton mot parce que ça va couper dans exactement 22 secondes. D'accord. Donc, les amis, on va juste couper tout de suite et puis on va reprendre pour continuer là où on en est. Donc, on coupe maintenant et puis on revient tout de suite là. À tout de suite. À tout de suite. Alors, bon, ça va couper tout seul et puis après, on va revenir.